Voilà, comme il est l'heure pile, je vous propose que l'on commence ce soir avec nos deux invités que je remercie beaucoup de nous avoir rejoints de parfois loin, même si l'un vient de Bordeaux et l'autre, Delphine Aklock, vient d'un peu plus loin. Je remercie aussi la Bulac de nous accueillir encore pour ce cycle de conférences que l'on a en partenariat avec l'ISM et la Bulac, donc depuis quelques années, que l'on reconduit encore pour cette année. Puis je vous remercie bien sûr d'être venus. J'en profite pour vous présenter les meilleurs vœux de l'ISM, l'Institut des études sur l'islam et les mondes musulmans, en ce début d'année. Je suis très heureux d'accueillir donc à la fois Delphine Aklock, qui est géographe, docteur en géographie, soutenu une thèse en 2019 qui est sortie l'an dernier, qui a été publiée par Cartala l'an dernier, Conquérir le désert, la recomposition donc des territoires notamment du nord de l'Égypte, du delta, avec donc à la fois une enquête de terrain, mais aussi qui remonte assez loin dans l'histoire de l'aménagement du territoire et de l'agriculture égyptienne au XXe siècle, et qui est maintenant experte, je crois, détachée par l'AFD, c'est ça, auprès du Qatar. Vous allez nous parler, mais en tout cas au département de sécurité alimentaire, ce qui en dit assez long à la fois sur l'expertise et la spécialisation de Delphine Aklock. Et puis Pierre Blanc, donc, qui est, je pense, d'origine ingénieur des eaux, des forêts. Et voilà. Et maintenant enseignant, chercheur aussi à Sciences Po Bordeaux et Bordeaux Agro, je crois. Voilà, tout à fait. Qui est l'auteur donc d'un petit atlas que tout le monde connaît, enfin que beaucoup de gens connaissent, qui a édité régulièrement, l'an dernier encore, à l'Atlas du Moyen-Orient. Et puis plus récemment, d'un livre publié aux presses de Sciences Po sur géopolitique et climat, avec d'autres livres publiés seuls ou en partenariat avec d'autres auteurs, et qui lui aussi donc viendra nous parler notamment donc de la géopolitique du pain, de l'alimentation, de l'eau et des terres, donc pour cette séance que l'on consacre au Moyen-Orient aujourd'hui, à la géopolitique de l'eau, de la terre et du pain. Je voudrais commencer par une question un peu générale avec vous tous les deux, en vous demandant ce qui, de votre point de vue, singularise la région dont on va parler aujourd'hui, avec chacun vos spécialités et vos terrains respectifs, et notamment ce qui la singularise du point de vue des terres et des ressources en eau, des terres cultivables et des ressources en eau. Est-ce qu'il y a une spécificité de la région du Moyen-Orient ? Et s'il y en a une, évidemment, j'imagine qu'il y en a une, est-ce que vous pouvez nous la décrire et nous la spécifier ? Merci, on peut se faire des politesses, parce que Delphine peut autant parler que moi. Oui, alors merci d'être là, merci aux organisateurs de nous accueillir avec Delphine pour parler dans le vaste séminaire avec beaucoup d'ambition. J'ai vu les différentes intervenants, c'est très intéressant. Pour le provincial, le périphérique que je suis, évidemment, je reste frustré. Alors, je ne suis pas venu pour vous parler de mes frustrations, mais pour vous parler du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Moyen-Orient surtout. Oui, la singularité, elle est nette du point de vue de la géographie, c'est-à-dire que quand on compare cette région à l'entièreté de la planète, eh bien, se détache une situation de rareté. Encore qu'il faudrait s'entendre sur ce qu'est la rareté, mais de fait, il y a une espèce de manque un certain auteur a parlé de tyrannie de la rareté ou de l'aridité. C'est vrai que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord se détachent en termes de ressources en eau et en termes de ressources en terres cultivables. Et se détachent négativement, si l'on peut dire, en ce sens que la carte a préparé Delphine, elle n'est pas projetée, vous la verrez, cette carte, eh bien, elle donne à voir que c'est vraiment la région la plus aride au monde. C'est-à-dire qu'en termes de stress hydrique, on a des indicateurs, si vous voulez. On peut les discuter, ces indicateurs, peu importe, on n'est pas là pour ça, mais les indicateurs ont cette particularité de permettre des comparaisons. Voilà. Même s'ils ne sont pas idéaux, on peut comparer. C'est comme le PIB, ce n'est pas un bon indicateur, mais en même temps, ça permet de comparer. Eh bien, l'indicateur de stress hydrique, vous pourriez le voir, mais je ne sais pas, peu importe, il montre clairement une situation défavorable, voire très défavorable dans cette région, comparativement à toutes les autres régions du monde. Voilà. C'est-à-dire qu'on est en deçà des stress hydriques, voire même d'un indicateur qu'on appelle la pauvreté en eau. Voilà. C'est une région extrêmement distincte des autres régions du monde en termes hydriques. Et en termes fonciers, on l'oublie toujours, en termes de terres cultivables, cela aussi, alors c'est lié évidemment à l'aridité, on a 82% de désert. Voilà, c'est la carte
qu'avait préparé Delphine. Vous voyez, on voit la situation de stress hydrique, voilà, qui, en particulier au Maghreb, mais aussi et surtout au Moyen-Orient, vous voyez en violet, hein, on retrouve des régions en stress hydrique, mais en stress qui se creuse aujourd'hui sous la pression de la population, c'est en Asie du Sud, Pakistan, Inde, Bangladesh. Mais historiquement, la région la plus soumise à l'aridité, c'est vraiment le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est les terres cultivables, je disais. Là, il n'y a pas de graphique, mais c'est lié à l'aridité. On est dans la région qui, en termes de rapport entre terres cultivables et population, est la plus faible. Et si l'on compare, par exemple, à des grands greniers réels ou potentiels, l'Afrique ou l'Amérique latine, qui sont très abondants en terres cultivables, eh bien, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont très, très en deçà. Et il n'y a plus de possibilité de trouver de nouvelles terres pour y faire de l'agriculture. On doit se contenter du stock aujourd'hui présent dans le paysage, à la différence de l'Afrique et de l'Amérique latine. Voilà ce que je peux dire très rapidement, peut-être que Delphine va compléter, mais c'est une situation, j'aime bien dire que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, surtout le Moyen-Orient, se détachent de deux manières. Il y a une sorte de géopolitique de la rareté très spécifique, parce que, on va le voir ce soir, le manque de terre et le manque d'eau induisent une géopolitique particulière, c'est-à-dire, si on l'entend, comme l'analyse des conflits. Il y a une conflictualité autour de la rareté en eau et en terre, très spécifique au Moyen-Orient. Et à côté de ça, il y a une géopolitique de l'abondance qui peut être tout aussi conflictuelle autour de cette abondance de ressources, à nul autre pareil, en pétrole et en gaz. Voilà. C'est une région qui est éminemment contrastée en termes de ressources, rareté et abondance, et qui se détache du reste de la planète. Voilà ce que je peux dire très rapidement. Merci Pierre Blanc. Delphine Acloc, avant de vous donner la parole pour répondre à cette première question, je peux déjà la préciser en vous demandant aussi comment est-ce que les États ont pu répondre aussi à cette situation particulière. Enfin, quelles sont les stratégies d'aménagement, d'équipement aussi qui leur ont permis de dépasser, de contourner ou de faire face à ces pressions multiples, notamment donc le stock de terres cultivables et la rareté en eau. Voilà. En répondant aussi à la question générale que j'ai posée en introduction. Merci. Bonsoir à tous et merci donc de votre invitation. Donc moi je vais effectivement un petit peu compléter et puis revenir sur votre question. Donc quelles sont les stratégies en fait face à cette pénurie, parce que Pierre l'a pas évoqué, mais clairement en fait la question de l'eau, c'est une question de la pénurie, c'est une question de la rareté, mais c'est aussi une question de comment et qui peut accéder à l'eau, parce qu'en fait cette eau elle est certes en surface dans certains territoires, donc on a tous en tête le Nil en Égypte, on a en tête la Mésopotamie, mais ailleurs, et notamment dans cette vaste péninsule arabique, les eaux sont souterraines. Donc il y a la question de comment y accéder. Et donc ça veut dire derrière des technologies, des techniques d'irrigation qui peuvent être très nouvelles ou très anciennes en fait, et ça on pourra y revenir sur ces techniques particulières. Donc voilà, une eau qui va être en fait au cœur de stratégies d'allocation et de stratégies derrière de pouvoir pour y accéder. Donc avec, pour faire le lien avec ce que disait Pierre, l'abondance de certaines ressources qui permet d'avoir des revenus, qui permet derrière de lancer de vastes projets pour accéder à cette eau. Donc voilà, donc une pénurie qui va finalement façonner la façon dont les acteurs vont s'approprier les ressources. Ensuite, ce que je voulais aussi dire, derrière ces stratégies, bien sûr, il y a l'objectif, enfin voilà, accéder à l'eau et à la terre, pourquoi faire ? Évidemment, c'est pour produire, notamment pour assurer une sécurité alimentaire de la population. Alors, cette question de la sécurité alimentaire, aujourd'hui, c'est devenu un enjeu majeur
dont tout le monde parle, sauf qu'en fait, ça fait bien longtemps que ces territoires ont des objectifs de production locale. Ce qui m'intéresse peut-être aussi pour introduire notre discussion et notre débat par la suite, c'est de voir que derrière la sécurité alimentaire, en fait, donc il y a certes la production, donc accéder à la terre et à l'eau pour produire, mais il y a aussi tout ce qui est évidemment dimension commerce international et quelle est la place de ces États en termes d'importation alimentaire. Vous savez tous que beaucoup de ces États sont très dépendants des importations, je pourrais y revenir. Par ailleurs, il faut être en mesure de stocker ces productions ou ces importations, être sécure d'un point de vue alimentaire, ça veut dire développer aussi une capacité à maintenir cette alimentation sur le territoire. Donc ça veut dire investir dans des silos, ça veut dire être en mesure de développer des infrastructures. Donc là aussi, il va y avoir une inégalité très forte entre les territoires. Donc des stratégies des États, et là dans la période très contemporaine, qui vont être fortement liées aux capacités de financement, mais aussi au volontarisme politique. Je vais juste passer sur cela parce que je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, moi mon travail aujourd'hui, c'est vraiment réfléchir sur ce qu'est la sécurité alimentaire. Et donc, quelles sont les inégalités que nous montre cet indice? Alors, Pierre parlait d'indice tout à l'heure. On peut le critiquer. Voilà, tous les indices sont critiquables, mais ici, on a un indice de sécurité alimentaire qui est en fait le travail notamment de ce qu'on appelle the Intelligence Economist Unit, qui en fait appartient au journal The Economist, si ça vous dit quelque chose. Et en fait, pourquoi j'ai choisi cette carte, c'est qu'en fait, malgré la pénurie, malgré la rareté extrêmement forte, quels sont les pays qui sont les 3 premiers en Afrique du Nord et au Moyen-Orient en termes de sécurité alimentaire? C'est les Émirats, Israël, le Qatar. Bon, après, on a Oman, c'est un peu singulier, là, ils ont plus de terres agricoles et plus d'eau, mais ensuite, c'est Bahreïn, l'Arabie Saoudite. Enfin, voilà, donc parmi les premiers, c'est vraiment les pays où il y a le plus de pénurie en termes de ressources. Et donc, ça veut dire que derrière, la stratégie de sécurité alimentaire, elle passe par autre chose, par des importations extrêmement nombreuses. Et là aussi, qu'est-ce que ça veut dire d'être sécure d'un point de vue alimentaire? Ça veut dire être en mesure d'importer, mais ça impose de diversifier ces importations, parce que sinon on devient insécure si on dépend d'une seule source. Alors l'Égypte est très connue en lien avec le blé, mais regardez, les Saoudiens, 65% de leur poulet vient du Brésil, les Qatariens, 83% de leur riz vient d'Inde, et pareil pour les Qatariens, et cette fois pour le sucre, 78% également d'Inde. Donc la sécurité alimentaire, certes, les pays, l'Arabie Saoudite, les Émirats sont extrêmement bien placés, avec parfois des conséquences en termes d'approvisionnement, d'accaparement des ressources. Hein. On ne va pas développer le cas israélien parce que Pierre y reviendra. Mais voilà, donc des pays qui peuvent être extrêmement bien placés, mais néanmoins qui ont des sources de vulnérabilité, et notamment la dépendance à certains pays vis-à-vis des importations. Je vais terminer là. Juste pour le cas du Qatar, c'était assez intéressant. L'Inde a mis en place une mesure d'interdiction de ces exportations de riz pendant un certain temps, les 2 dernières années. Et tout de suite, c'est le branle-bas de combat, évidemment, pour assurer une sécurisation de cet approvisionnement en riz, qui est l'alimentation principale dans un pays où 70% des résidents viennent d'Asie. Voilà. Oui, pour compléter ce que a très justement dit Delphine, on est dans un moment, et tu l'as très bien défini, de recherche de sécurité alimentaire avant tout, du point de vue de l'alimentation. Mais la recherche de la sécurité alimentaire qui prend acte du fait que cette région n'est pas en capacité de s'autosuffire, elle n'était pas le rêve initial. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, si on reprend le chemin de l'histoire, eh bien, et c'est ce que je vais me permettre en 2-3 minutes, enfin je ne sais pas quel est le temps, il faut bien comprendre que la question alimentaire, et y compris de l'autosuffisance alimentaire, a été longtemps
l'espoir envisagé par les États de la région. Alors, j'ai des cartes, mais je ne suis pas sûr d'y arriver, parce que, voilà, alors c'est l'autre, voilà. Déjà, avant même les États modernes, je reviendrai vite sur les États modernes, hein, avant même que le projet de sécurité alimentaire. Mais déjà, dans la création des frontières, je crois que c'est intéressant quand même pour montrer que cette question alimentaire est très centrale. Avant même les indépendances, au moment des tracés des frontières dans les années 20, dans les pays du Levant, eh bien, un certain nombre d'entités ont exercé un projet de frontières de sorte à arriver à l'autosuffisance alimentaire. C'était le projet initial de ceux qui, à la conférence de Paris et Versailles en 1919, sont venus, la délégation libanaise, une délégation sioniste aussi, sont venus pour exprimer un désir de frontière. Et ce désir de frontière, il avait pour visée aussi, et peut-être surtout, d'arriver à l'autosuffisance alimentaire ou de l'assurer. Je pense au Liban, dont on parle tragiquement aujourd'hui. Il sortait d'une famine en 1915, famine en grande partie provoquée par les Turcs, l'Empire ottoman. Eh bien, le patriarche Elias Ouayek, qui est à Paris, il demande qu'au petit Liban montagnard, qui est très précaire sur le plan alimentaire, eh bien, on ajoute les plaines de la Bekaa, du Akkar et du Sud. Et comme la France voulait de cet État relais dans sa démarche de puissance, eh bien, le Liban a eu voix au chapitre, et donc on a élargi les frontières de ce qu'on appelait le petit Liban, qui était la montagne libanaise. Donc les frontières du Liban, 10 450 km² aujourd'hui, enfin la taille de l'espace, sont liées à cette recherche d'autosuffisance alimentaire. Et à la même, alors après le projet n'aura pas été réalisé, et à la même conférence à Paris, les sionistes revendiquent un grand État pour les Juifs, c'est le projet de Weizmann, c'est le contrôle de la quasi-entièreté du bassin hydrographique du Jourdain. Bon, mais les Anglais qui ont promis des choses aux Arabes ne donnent pas tout à fait gain de cause, sauf que derrière, les sionistes, puis surtout Israël, après 1948, vont permettre d'accéder au projet de Weizmann dans la réalité, mais j'y reviendrai après. Voilà, donc ça veut dire que dès 1919-1920, eh bien, le dessin de frontières était indexé sur la recherche d'autosuffisance alimentaire. Et puis, je finis pour compléter ce qu'a dit Delphine, qui se situe dans la période plus récente, eh bien, il y a eu un projet d'autosuffisance alimentaire après les indépendances, et ça me permet de rattacher l'alimentaire à la géopolitique. Pourquoi les pays voulaient être autosuffisants? Parce que c'était une façon de ne pas dépendre de ceux qui avaient le monopole sur la distribution alimentaire, à savoir les Américains. Pendant la guerre froide, alors que le plus grand potentiel était en Union soviétique, mais il a été entravé par les choix de collectivisme autoritaire, eh bien, ce sont les Américains qui distribuaient leur aide alimentaire et qui en ont fait un outil d'influence comme le militaire. Si j'avais une carte, j'en ai une, qui montre la distribution de l'aide alimentaire dans le monde, elle se superpose à l'endiguement de l'Union soviétique. Eh bien, au Moyen-Orient, un certain nombre de pays qui ne voulaient pas dépendre des Américains ont mis en place toute une politique, comme tu l'as dit, de mobilisation d'eau, de réforme agraire, de sorte à arriver à l'autosuffisance alimentaire. Et il y a des exemples, je les dis rapidement. Hein. Il faut passer la carte. Il faut passer une autre carte. Voilà. Là, j'ai quelques exemples qui donnent la Syrie, par exemple. La Syrie baassiste, dont on parle aujourd'hui, et pour les raisons que vous connaissez. Le Baas, c'était un parti agrarien au départ, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, qui prônait le nationalisme matiné de socialisme. C'était un projet très tourné vers la paysannerie, qui était l'allié du régime avec les militaires. Bon. Pourquoi ? Parce qu'en dernière instance, il y avait la visée d'arriver à l'autosuffisance alimentaire pour ne pas dépendre des Américains, en sachant que la Syrie se voulait être un pays du front contre Israël. Voilà. Elle ne pouvait pas dépendre de l'aide alimentaire. Voilà. Et donc la Syrie a eu une politique hydro-agricole extrêmement dynamique à des fins d'autosuffisance alimentaire, sauf qu'elle a connu une sécheresse en 2006 jusqu'en 2010, et ce projet d'autosuffisance s'est effondré. Et puis, il y a d'autres exemples, mais je ne vais pas parler de l'Égypte, Delphine connaît beaucoup mieux. La révolution nassérienne, derrière, s'accompagne de projets hydro-agricoles, réforme agraire, mise à eau construction du barrage d'Assouan, à des fins de ne pas dépendre. Le barrage d'Assouan est vu comme un acte contre l'impérialisme, pour se prémunir de l'impérialisme, c'est ce que dit Nasser. C'est l'Iran aussi. Tiens, l'Iran en 1979, qui affronte les Américains, il ne veut pas dépendre de l'aide alimentaire américaine, eh bien, il crée le djihad
agricole, le ministère du djihad agricole, à des fins d'intensification agricole. Et là, ce n'est pas les ressources en eau superficielles, c'est les ressources en eau souterraines. Et vous voyez les prélèvements dans l'eau souterraine en Iran. Et c'est un effondrement aujourd'hui, d'ailleurs, de la ressource en eau dans les nappes iraniennes. C'est une catastrophe environnementale, l'Iran. Hein, voilà. Mais c'est lié, tout cela, à l'objectif d'autosuffisance, d'émancipation par l'autosuffisance. Voilà. Il y aurait l'Arabie Saoudite, que connaît très bien Delphine, aussi, c'est très curieux, alors qu'elle était l'alliée des Américains. Mais en 1974, il y a eu quand même le petit différend avec les Américains après la guerre de Kippour. L'Arabie Saoudite a construit une agriculture ex nihilo, à partir de nappes fossiles, pour devenir autosuffisante. Voilà, des pays, pour des raisons différentes, ont voulu accéder à l'autosuffisance. Et l'équation environnementale et l'équation démographique ont fait que ce projet a avorté, pour l'essentiel. Et c'est pour cela que, plutôt que de caresser le projet d'autosuffisance, il n'y aura jamais d'autosuffisance dans cette région, c'est fini, parce que le rapport entre démographie et ressources est trop déséquilibré, on va dire. Donc on se contente de sécurité alimentaire. Et là, évidemment, ça se définit autrement. Ça se définit par une capacité aussi à pouvoir mobiliser de la ressource sur les marchés mondiaux. Et là, on n'est pas à égalité. On n'est pas à égalité. Et c'est ce qu'a très bien dit Delphine sur le classement. Et qui fait que, comme tu le dis, les pays du Golfe qui sont les moins pourvus en terres agricoles sont les plus sécurisés. Parce qu'on est dans autre chose que l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Donc on est dans une région d'hyperdépendance très insécurisée. Et je terminerai peut-être en disant que quand même, les chocs de prix dans la région sont considérables. Et vous voyez bien qu'entre le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, qui ont les capacités de répondre à ces chocs de prix, et des pays faillis comme le Liban ou effondrés comme le Yémen, on n'est pas à égalité pour mobiliser de la ressource. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y avait une autre carte sur, peu importe, sur les révoltes arabes en 2011, où des commentateurs ont très vite dit que les révoltes arabes étaient liées au choc de prix alimentaires. Ce n'est pas parce qu'il y a corrélation qu'il y a causalité. Et ce n'est pas parce qu'on étudie les affaires agricoles qu'on doit considérer que les affaires agricoles et alimentaires sont le déterminant de tout. Il y a eu des chocs de prix, et certains ont dit, voilà, c'est la preuve que l'insécurité alimentaire est source de mobilisation sociale, et ont été très loin dans l'explication. En fait, on n'a pas le temps, mais je pense qu'il faut relativiser cette entrée. Le rejet des autoritarismes était beaucoup plus vaste que la seule question alimentaire. J'arrête là. Bon, on reviendra à cette question du lien avec la géopolitique, parce qu'effectivement, elle est très importante. Vous avez déjà évoqué donc, en fait, quasiment l'ensemble des pays de la région, avec vos différents exemples, ce qui est assez intéressant, en commençant par donc, Israël et la Palestine jusqu'aux pays du Golfe et de la péninsule arabique. Je voudrais revenir à la terre et à l'eau comme vraiment des composantes vraiment matérielles et vous demander donc, pourquoi est-ce que, ou comment en fait plutôt, ces politiques menées par les États post-indépendants, disons les États indépendants, ont aussi contribué à fabriquer le territoire, c'est-à-dire à vraiment l'ordonner, le hiérarchiser, l'équiper et à le contrôler bien sûr, parce qu'on a vu déjà que ces questions commençaient à affleurer dans vos réponses. Je crois, Delphine, tu voulais commencer par parler d'Arabie Saoudite justement. C'est la quête. Oui, voilà. En fait, je vais venir à la réponse sur la question, mais juste parce que l'Arabie Saoudite est assez intéressante sur ce que vient de dire Pierre, qui est l'autosuffisance. On y a cru et on voit très bien. Alors, désolé, peut-être que moi je vois très bien, mais pas vous. Ces courbes jaunes et bleues qui montent dans les années 70, 80, c'est la production de blé en Arabie Saoudite et qui s'effondre dans les années 90 pour ensuite stagner. Donc jaune et bleu, hein, pas le rouge, laissez tomber la courbe rouge qui est en fait le rendement. Donc là, on n'est pas sur la même question. Là, c'est sur la quantité de blé qui est produite, les courbes jaune et bleu et l'air cultivé en céréales. En fait, l'Arabie Saoudite s'était lancée dans une autosuffisance en blé qui lui a coûté extrêmement cher avec des prix du blé qui étaient 4 fois supérieurs au prix mondial. Donc ils achetaient à leurs producteurs à des prix 4 fois supérieurs et qui par ailleurs était une production donc sur ces pivots que vous avez tous vus en plein désert, donc une irrigation extrêmement consommatrice de l'eau souterraine. Donc choix radical, on arrête la production de blé dans les années, au moment des années 90.
et on passe sur d'autres choses. Alors là, c'était juste pour vous montrer ce que produit aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Pour revenir maintenant à la question donc de Philippe sur ces politiques foncières et hydriques, là, on va passer à la diapo 5. Voilà, celle-ci. Donc là, l'Égypte est un très bon exemple d'une fabrique du territoire en lien avec une politique foncière et une politique hydrique. Alors, évidemment, donc ça a été tout mon travail de thèse, donc j'ai beaucoup essayé de comprendre en fait comment ce territoire égyptien, que l'on voit ici avec ce filet vert qui est façonné par la vallée du Nil et par le delta du Nil, a été complètement recomposé via des stratégies nationales ambitieuses, avec beaucoup de tensions, de conflits, évidemment, derrière, entre les acteurs concernés, mais des stratégies très ambitieuses de construction d'une nouvelle agriculture dans le désert, avec différents secteurs de bonification de plus en plus éloignés vers le désert, et l'idée que finalement, on va créer un nouveau monde agricole. Et bon, pour ceux qui m'ont déjà écouté, je reprends toujours cette affiche de la conférence économique Egypt the Future. Donc 2015, le président Sisi vient de prendre le pouvoir en 2014, et il lance une vaste, un méga projet de conquête agricole. Et il utilise ici, alors je ne sais pas qui utilise, le cabinet de conseil qui a fait cette affiche, la croix de Ankh, qui est la croix de la vie en Égypte, et une croix de Ankh en fait dans l'Égypte pharaonique qui représente la vie, et ici qui en fait cette vie à créer et à recréer dans le désert. Parce que finalement, ces terres désertiques deviennent le cœur de l'avenir agricole de l'Égypte tel que Sisi le conçoit. Mais en fait, ça date de bien plus en amont d'un point de vue historique. Alors, je vais pas, voilà, moi, je suis pas historienne, donc je vais pas remonter très très loin. Mais disons que dès la fin du 19e siècle, il y a eu toute une stratégie d'approvisionner en eau des territoires de plus en plus éloignés. Et en fait, derrière ces canaux que l'on connaît tous, bref, peu importe, que ceux qui travaillent sur l'irrigation en Égypte connaissent bien, en fait, il y en a, et notamment, par exemple, ici, ce canal Raya El Beheri a été construit dès le 19e siècle avec un objectif d'étendre progressivement les terres cultivées, et aussi de distribuer à certains acteurs proches généralement du pouvoir, et donc sous la période Mohamed Ali et jusqu'à Nasser, Moubarak et Sisi, disons. Voilà, un lien entre l'eau et le pouvoir, un lien entre l'accès à l'eau, l'accès à la terre et l'accès à une capacité productive. Donc dès le 19e siècle, ça va prendre une nouvelle ampleur avec la prise de pouvoir nassérienne, qui est certes très reliée à la réforme agraire dans le delta, mais aussi en fait, ce qui est moins connu, c'est que cette réforme nassérienne, elle voit la réforme agraire effectivement comme une nécessité, c'est-à-dire distribuer la terre aux paysans et lutter contre ces grands propriétaires fonciers. Mais de façon concomitante, Nasser va lancer des grands projets de bonification du désert, donc de mise en valeur du désert, pour que l'argent qui était finalement, ou le capital qui était bloqué par des propriétaires fonciers qui s'intéressaient peu à leurs terres, soit investi de façon productive et dans une visée modernisatrice. Il y a différentes étapes dans la période nassérienne, mais je crois que voilà, le plan quinquennal 1960-1965, parmi les exemples que j'ai en tête, 74% du budget de l'État était destiné à la conquête désertique et à la mise en valeur agricole du désert. Donc pourquoi cet intérêt pour le désert aussi, c'est
c'est éviter de réformer, alors il y a eu la réforme agraire, mais éviter de mettre à bas finalement un modèle agricole du delta pour créer finalement de toutes pièces quelque chose sur des terres censées être vierges, qui ne le sont pas. C'est aussi pour ça que j'ai mis cette image des dromadaires. C'est-à-dire qu'en fait, contrôler l'eau, acheminer l'eau, c'est certes allouer l'eau à certains acteurs, et notamment les acteurs proches du pouvoir, et je pourrais y revenir. Voilà, il y a eu toute une histoire de cette mise en valeur désertique et du lien avec le pouvoir, sous Nasser, mais aussi après, plus encore, sous Sadat avec la libéralisation économique, puis ensuite sous Moubarak et des acteurs du capitalisme égyptien qui vont s'intéresser aux terres. Mais voilà, donc qui reçoit les terres, mais aussi qui se trouve privé de ces terres. Eh bien, ce sont des Bédouins, des Nubiens notamment, pour ceux qui sont à l'extrême sud du pays. Et donc, en fait, contrôler l'eau, contrôler la terre, c'est aussi contrôler des populations qui pouvaient être nomades, et c'est aussi attribuer des terres à des personnes ou à des acteurs qui sont considérés comme les plus aptes à la modernisation, à la production, et donc des Bédouins, et notamment ces Bédouins sans doute qui possédaient ce troupeau, qui se sont retrouvés sans terre, ou sans leur terrain de parcours habituel, pardon, et qui négocient, et là c'est du micro-local, qui négocient avec les nouveaux acteurs installés sur ces terres pour pouvoir faire passer leurs troupeaux, pour pouvoir utiliser les champs lorsqu'ils sont récoltés. Et donc voilà, ce sont des compromis par le bas qui se sont établis en lien avec la mise en valeur des terres. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je redonne la parole à Pierre Blanc pour compléter cette question que vous avez déjà évoquée, notamment à partir des frontières, et l'exemple du Liban et de l'État d'Israël, le Yishuv précédemment, en vous demandant aussi peut-être de préciser aussi quel est le rôle de l'accès à la terre cultivable dans l'économie politique de la région, enfin les rapports de pouvoir. Donc là, on a beaucoup évoqué le cas de l'Égypte notamment, et puis de l'Arabie Saoudite, peut-être avec d'autres exemples que vous avez évoqués, donc notamment au Proche-Orient. Oui, pour compléter ce que Delphine a dit, parce que c'est vrai que donc, l'agriculture et l'alimentation sont engagés, embarqués dans les questions de puissance, par l'autosuffisance ou même de sécurité, par la sécurité alimentaire. On vient de voir, et je vais compléter peut-être là-dessus, que l'agriculture et l'alimentation, on le verra après peut-être, c'est davantage aussi des sources de conflits. C'est un autre aspect de la géopolitique. Mais c'est vrai qu'il y a l'agriculture, on l'oublie, irriguée, plutôt sous ces climats-là. Elle est un vecteur de contrôle du territoire. Voilà, elle a une portée économique, sociale, mais elle a une portée stratégique, l'agriculture. Et c'est ce que vient de dire Delphine. Mais c'est pas vrai qu'au Moyen-Orient, mais là, c'est avec une acuité supérieure, étant donné que le facteur limitant, c'est l'eau. Donc, dès lors que vous pouvez amener de l'eau, que vous pouvez produire une agriculture à tel endroit plutôt qu'à tel autre, vous contrôlez ce territoire. Ça n'est pas anodin. Alors que si vous avez des dotations en pluie, les populations s'établissent un peu de façon fortuite. Là, le facteur limitant étant l'eau et la terre, l'agriculture est encore plus le vecteur du déploiement et du contrôle territorial. Donc Delphine connaît très bien l'Égypte, et qui est un exemple qui donne à voir ce lien entre l'agriculture et sa portée stratégique. Mais par exemple, on pourrait prendre pays par pays, je ne vais pas faire la liste, mais dans le conflit israélo-palestinien par exemple, eh bien, on peut regarder ce conflit à la lumière aussi des stratégies agricoles de part et d'autre, du côté des Israéliens et du côté des Palestiniens, en sachant que l'agriculture est le secteur qui couvre le plus de territoire, donc c'est au cœur de la stratégie. C'est au cœur de la stratégie. Avant même Israël, j'ai dit, Weizmann en 19, il veut contrôler l'entièreté du bassin hydrographique parce qu'il a comme visée de construire une agriculture qui va pouvoir
qui va pouvoir se saisir du territoire. L'agriculture est vue comme un vecteur de contrôle du territoire. Et les travaillistes qui sont au cœur du Yishuv, qui sont la figure centrale du Yishuv à l'époque, qui étaient socialistes du point de vue des moyens, mais la finalité c'était le nationalisme, hein, si je reprends Zif Ternel, eh bien, le vecteur essentiel du travaillisme sous le Yishuv, c'était les kibbutz. Les kibbutzim. Les kibbutzim, c'était ces fermes collectives volontaires de jeunes épris de cet idéal sioniste qui, selon un schéma plus ou moins stratégique, ont conquis le Yishuv 8% à la veille de 1948. Alors j'ai des cartes, mais peu importe. Et par la suite, et les premiers qui ont été visés d'ailleurs, il faut dire que c'était une société rurale, ce sont les paysans palestiniens. Weiss, qui était le directeur du bureau des terres au Fonds national juif, dit dès 1948, il faut défaire la Galilée de ces ronces que sont les paysans. Donc il faut vite les exclure. Et l'essentiel des réfugiés palestiniens étaient des paysans. Les premiers qu'on a déracinés, ce sont les paysans. Le kéfier palestinien, ce n'est pas un hasard, hein, si c'est un symbole aussi. Bon. Donc, et après 1948, dans la foulée, donc, en 3 ans, on a doublé le nombre de kibbutz, parce que le kibbutz, c'était vraiment la structure collective agricole qui pouvait prendre la place de tous ces villages détruits, plus de 400, en Galilée en particulier, dans la région de Jérusalem. Donc le kibbutz, c'est un vecteur de conquête de l'espace et du contrôle. Et puis ce qu'il y a d'intéressant aussi, j'ai des cartes, mais peu importe. Non, mais peu importe à la limite, je pense que vous êtes familiarisés avec les cartes. Après 67, après l'occupation, la guerre de 6 jours, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le premier plan de colonisation, porté par les travaillistes qui étaient associés à d'autres partis, les sionistes religieux, ce gouvernement lance le plan Alion qui vise à coloniser la vallée du Jourdain. Je ne sais pas comment, décidément, je ne suis pas très... La vallée du Jourdain, le plan Alion, vous voyez, le plan Alion, c'était le premier plan de colonisation de la vallée du Jourdain. Eh bien, pour coloniser cette région, pour faire en sorte que ce soit un glacis stratégique contre les fédayines de l'OLP qui venaient de Jordanie, eh bien, on a implanté des kibbutzim. C'est le kibbutz agricole qui a été implanté. C'est l'agriculture qui a permis de conquérir la vallée du Jourdain et de la contrôler. Et intéressant aussi, la bande de Gaza qui a été colonisée jusqu'en 2005, les structures coloniales qui ont été implantées, ce sont des kibbutz. Le grand bloc de colonie, c'était le Gush Katif, le bloc de la récolte. C'est-à-dire qu'on mobilisait l'eau souterraine pour y faire de l'agriculture. Voilà. Et pour surveiller l'Égypte, pour surveiller le port de Netzarim, le port de Gaza et l'entrée de Netzarim. C'était des kibbutz. Ça veut dire que les Israéliens, et avant les sionistes du Yishuv, ont pris l'agriculture comme un vecteur de déploiement de leur emprise territoriale et de surveillance de ce territoire. Si vous allez à la frontière avec le Liban, c'est jalonné de communautés villageoises qui sont des kibbutz. Le kibbutz est vraiment l'acteur de la surveillance. Voilà un exemple. Et les Palestiniens, enfin, en réponse, puisque les Israéliens convoquent les différentes strates de droit international, qui a prévalu en Palestine, pour dessaisir les Palestiniens de leurs terres, eh bien, ils essaient de résister depuis les années 60-70, en Cisjordanie en particulier, pour continuer à cultiver, parce que les Israéliens excipent d'un droit ottoman qui permet de se saisir de la terre qui n'est pas cultivée. Voilà. Et donc, les Palestiniens, avant même l'autorité palestinienne, dans les années 70, ont créé des grandes ONG en agriculture, parce que l'agriculture, c'était une façon de résister. Voilà. Un exemple qui donne à voir que l'agriculture a cette valeur stratégique de contrôle territoire, mais on pourrait en prendre d'autres. Je pourrais prendre la Jordanie, mais il ne s'agit pas d'être exhaustif. La vallée du Jourdain jordanienne, qui était convoitée par les Israéliens, a été peuplée par des projets hydro-agricoles. Et je pourrais même prendre l'exemple de l'Irak et de la Syrie, qui, pour diluer les Kurdes, au nom du nationalisme arabe qui a été quand même exclusif assez vite, eh bien, on a déplacé, on a fait des réformes agraires, et les terres qu'on a reprises aux Kurdes, on les a allouées à des paysans arabes qui venaient d'autres régions. Donc là aussi, l'agriculture a été un moyen de contrôler l'espace des autres. Voilà des exemples qui donnent à voir. Et la Turquie aujourd'hui, je ne remonte plus, dans le sud-est anatolien, la Turquie met en branle un projet hydro-agricole d'une grande ambition qui a plusieurs finalités.
mais qui a en particulier la finalité de contrôler cet espace kurde pour l'arrimer à l'espace turc. Voilà. Et donc, tout ça, l'agriculture n'est pas neutre. Et historiquement, on pourrait remonter. Les grands plans de sédentarisation des Ottomans, déjà en Irak, en Syrie, parce qu'on se méfiait de ces tribus circulantes. Puis les États français et anglais, les grands plans de sédentarisation se sont faits par l'agriculture. Donc l'agriculture aussi montre que c'est un vecteur, dans cette région aride, principal de contrôle du territoire. Voilà, donc c'est une valeur qu'il faut prendre en considération, au-delà de la valeur économique et sociale, parce que ça donne aussi du travail à toute une partie de la population. Alors, comme on a beaucoup parlé de la terre, vous avez commencé à parler beaucoup de l'eau aussi, et de la concurrence des usages de l'eau. Je voudrais vous amener sur une expression dont je sais que Pierre Blanc ne l'aime pas beaucoup, mais peut-être que Delphine Clock dira qu'elle a quand même quelque chose de juste. Est-ce qu'on peut parler de guerre de l'eau au Moyen-Orient ? Et donc, à la fois historiquement, en tout cas sur le XXe siècle, on aura l'occasion dans une conférence prochaine de remonter un peu plus loin dans le temps, et notamment en Asie centrale, mais aussi avec l'avenir, et notamment l'accentuation de la rareté des ressources hydriques, ou des aquifères aussi, de la reformation des aquifères. Est-ce qu'il y aura aussi des guerres de l'eau dans l'avenir ? Vous avez le privilège de travailler sur des pays dont on souvent, avec le Nil notamment, on prend souvent comme exemple pour cette expression. Du coup, je vais commencer avec l'exemple du Nil. Est-ce qu'on peut revenir ? Alors là, c'est la diapo 10. En fait, donc, la question de l'eau en Égypte et puis dans tout le bassin du Nil est extrêmement politique. Elle est liée en fait à toute une histoire, notamment au XXe siècle, avec en 1959 en fait un accord qui a finalement entériné l'hégémonie de l'Égypte et du Soudan, les deux ensemble, sur l'ensemble de ce bassin, qui est un bassin d'une dizaine de pays. Et en fait, ce sont les pays de l'aval qui se sont accaparés, d'une certaine façon, plus de 80% des eaux du Nil. Et au sein même de ces deux pays d'aval, Égypte et Soudan, c'est l'Égypte qui a cette hydro-hégémonie en s'accaparant 55,5 milliards de mètres cubes contre 18 milliards, tel que ça a été défini en 1959 pour le Soudan. Donc une histoire marquée par une inégalité très, très forte dans cet accès à l'eau, est-ce que ça mène à une guerre de l'eau ? J'ai bien ça en tête, hein, mais qui va être remise en cause progressivement et véritablement de façon la plus significative au tournant des années 2010, où l'Éthiopie décide la construction de ce grand barrage de la Renaissance, donc sur le Nil bleu, qui est un des deux affluents qui se rejoignent à Khartoum pour donner le Nil. Donc ce choix éthiopien de remettre en cause des décennies d'hégémonie nilotique, d'hégémonie égyptienne, pardon, et finalement bénéficier de la ressource, sachant qu'en fait c'est le Nil bleu qui donne l'essentiel de l'eau qui va ensuite s'acheminer jusqu'à la Méditerranée. Donc une réappropriation des ressources qui va poser évidemment un énorme problème à l'Égypte, extrêmement dépendant de l'eau dans un contexte par ailleurs de révolution et de changement climatique qui commence à devenir une réalité. Donc une situation extrêmement tendue qui va pouvoir mener les journalistes notamment à cette question de la guerre de l'eau. Alors il n'y a pas de guerre de l'eau, il y a des tensions, il y a des conflits, néanmoins des conflits, des menaces, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2011, lorsque l'Éthiopie se lance dans les premières constructions, on est sous la période Morsi en Égypte, et le président Morsi va menacer de bombarder le barrage
qui est à peine en construction. Là, je vous ai mis un titre qui date de l'été 2020, non pas l'été, du printemps 2024. L'Éthiopie paiera pour tout impact sur l'Égypte de ce barrage. Donc, qu'est-ce que ça signifie payer ? Enfin, voilà, on est toujours sur des menaces. Voilà, il n'y a pas de guerre ouverte. Il y a un bassin du Nil qui est extrêmement sous tension. Il y a une initiative, toutefois, du bassin du Nil qui avait été lancée à la fin des années 90, il me semble, mais qui n'a jamais abouti. Donc en fait, il y a des difficultés à créer des solutions, et puis des pays qui finalement, comme l'Éthiopie, ont choisi de mener leur propre barque d'une certaine façon, en finançant par eux-mêmes, et qui cherchent à ne pas dépendre des autres d'un point de vue financier, qui ont lancé des souscriptions par la population. Donc les Éthiopiens eux-mêmes ont financé ce barrage. Et donc, en fait, il y a un vrai objectif d'autosuffisance et de non-dépendance pour l'Éthiopie, avec ici un objectif avant tout énergétique. Et c'est un barrage qui est là pour produire de l'électricité. Néanmoins, l'Égypte y voit une menace sur son approvisionnement, comme je vous l'ai dit, mais en fait, plus largement, si on change d'échelle, ce qui m'intéresse aussi dans cette question des guerres de l'eau, alors voilà, c'est une expression très, très médiatique qui est critiquable, etc. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de montrer que finalement, ces tensions pour l'eau, elles sont à l'échelle du bassin, mais elles se retrouvent à des échelles très différentes, et même aux échelles micro-locales. Et lorsque on revient, par exemple, sur cette image-là, en fait, derrière la notion de tension ou de conflit pour l'eau, se pose la question de l'approvisionnement, par exemple, de l'acheminement de cette eau du delta du Nil vers le désert. Ça veut dire qu'il y a des populations qui vont se retrouver privées d'une certaine partie de leur eau, parce que cette eau du Nil va être déviée. Et il y a eu, notamment dans les années 2010 et jusqu'à aujourd'hui, certaines communautés qui se sont retrouvées finalement en difficulté parce que l'eau qui venait traditionnellement dans leur canal a été réorientée, réallouée plus loin dans le désert, et donc un accès à l'eau qui normalement se fait tous les 3 jours, qui devient tous les 8 jours ou tous les 15 jours, et donc une tension sur l'eau qui se reproduit vraiment à toutes les échelles des territoires, et par ailleurs qui se reproduit entre les différents acteurs. Et ça, c'est intéressant, cette question des usages de l'eau. Alors, il n'y a pas une guerre de l'eau entre les touristes, les urbains et les ruraux. Néanmoins, il y a des tensions sur qui va recevoir cette eau. Et en fait, il y a des choix derrière, des stratégies gouvernementales. Alors ça, c'est pas le cas de l'Égypte, mais dans l'exemple que je connais aujourd'hui au Qatar, à qui l'eau, alors c'est de l'eau dessalée pour le coup, donc à qui l'eau dessalée doit arriver en premier, et en cas de crise, en cas de malfonctionnement ou de dysfonctionnement d'une usine de dessalement, qui seront les premiers usagers? Est-ce que ce seront les urbains? Est-ce que ce seront les quelques exploitations agricoles? Enfin voilà, il y a une hiérarchie des priorités, une prioritisation à faire, et que les États font souvent en créant derrière des tensions qui peuvent être latentes ou qui peuvent devenir parfois armées. Alors, et là, à nouveau, c'est un exemple égyptien, donc je passe de la péninsule arabique à l'Égypte, mais où il y a eu des tensions parfois très fortes entre des villages et des communautés désertiques,
sur cette question de la fermeture des canaux, de la fermeture, parce qu'en fait derrière un canal il y a des portes qui s'ouvrent ou qui se ferment, et donc la personne qui ouvre la porte, qui est souvent un fonctionnaire du ministère de l'irrigation en Égypte, va être sous la menace, va recevoir des pots de vin. Enfin voilà, il y a tout un écosystème de la corruption liée à l'eau et des tensions qui peuvent dégénérer. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là sur cette question de la guerre de l'eau. Au-delà de l'expression, c'est essayer de comprendre comment, à toutes les échelles des territoires, dans des espaces arides, la question de l'eau est source de tension et surtout de choix politiques et économiques d'attribution de l'eau. Delphine a dit beaucoup de choses. En complément, peut-être, oui, l'expression guerre de l'eau, je ne vais pas trop y revenir, elle le fait Flores dès qu'il y a des affrontements, quand il y a eu les affrontements autour des bassines ou des réserves de substitution, selon les deux pôles où l'on est, on ne les appelle pas de la même manière, on a parlé de guerre de l'eau aussi. Hein. Bon, donc on a une inflation de ce titre partout. Et effectivement, il est né ici au Moyen-Orient, c'est-à-dire que ce sont des géographes qui l'ont d'abord convoqué. Hein. Dans les années 80 et surtout dans les années 90, des géographes plutôt du Moyen-Orient israélien, hein, il faut le dire. Et puis ça a été repris en boucle par des journalistes, des universitaires, des secrétaires généraux de l'ONU. Bon. Bref, et plutôt au Moyen-Orient. Mais quand même, si l'eau est facteur de division, sans parler de guerre de l'eau, peut-être redire que, il faut le dire, et dans un institut où on se consacre aux civilisations, rappeler peut-être les temps longs pour dire que dans cette région, l'eau a été un facteur de civilisation avant d'être un facteur de division. C'est vraiment la région du monde où ont émergé les civilisations dites hydrauliques, c'est-à-dire c'est par la capacité à contourner l'aridité, ou parfois les inondations, parce qu'il y a une irrégularité, que ces sociétés ont réussi à prospérer. Les Nabatéens, les Romains ont été des civilisations hydrauliques, les Nabatéens, arabes de Jordanie, enfin de Pétra, et puis la civilisation hydraulique, entre les 9e et 12e siècles, arabe, la civilisation arabe, qui était une civilisation hydraulique. Donc, au long cours, on peut constater que l'eau a été un facteur de civilisation parce qu'on a contourné par des innovations sociales, techniques, juridiques, voilà, et délibératives. Bon. Et c'est devenu division, peut-être au niveau interétatique. Alors là, je me situe à l'échelle interétatique, parce que les contextes ont changé. D'abord, on a tracé des frontières. Au XXe siècle, je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas de frontières, hein, ce n'est pas le sujet. Mais on est passé d'un empire unifié ottoman à un fractionnement des bassins hydrographiques. Deuxièmement, les croissances de population inédites, qui font que la rareté s'approfondit. Et puis, plus récemment, le changement climatique, qui est déjà en cours, hein, surtout dans cette région, qui est marqué, c'est un hotspot du changement climatique. Bon, pour ces trois raisons, mais surtout les deux premières, l'eau est devenue un facteur de division interétatique. Guerre de l'eau, je ne le pense pas. Moi, je préfère parler de violence hydraulique, mais peu importe, on ne va pas rentrer dans la discussion. C'est vraiment le rapport de force qui fait que certains pays sont en situation d'hydrohégémonie, dont a parlé Delphine. L'Égypte était en situation d'hydrohégémonie, elle l'a été. C'est le rapport de force. Ce n'est pas la situation du pays. Il n'a pas besoin de faire la guerre. Il suffit que, pour être une hydrohégémonie, il faut qu'il exerce un rapport de force militaire. Et quand vous regardez au Moyen-Orient en particulier, ces supposées guerres de l'eau qui sont des violences hydrauliques, elles sont le fait d'hydrohégémonie. Et cette hydrohégémonie, encore une fois, n'est pas liée à la géographie. Vous pouvez être en amont et être une hydrohégémonie. C'est la Turquie, sur l'Euphrate et le Tigre. C'est l'Éthiopie, aujourd'hui, qui exerce une violence hydraulique, peut-être, j'en sais rien. Mais vous pouvez être en aval et exercer une violence hydraulique, une hydrohégémonie. Ça a été longtemps l'Égypte, jusqu'à ce que tu as dit, les projets de l'Éthiopie. C'est Israël, qui est en aval, totalement en aval sur le bassin du Jourdain, et qui impose sa loi à tout l'amont. Et puis c'est la Turquie en amont. Donc ce n'est pas la situation géographique, c'est le rapport de force. Voilà, qui fait l'hydrohégémonie. Et quand on parle de guerre de l'eau ou de violence hydraulique, constatons quand même, pour revenir au sujet, que c'est toujours
essentiellement autour de l'usage agricole. Parce qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais les prélèvements en eau pour l'agriculture représentent 70 à 80% sous ces climats. Bon. Donc c'est plutôt l'irrigation qui est au cœur de cette géopolitique de l'eau, de cette hydropolitique, qu'on les appelle guerre de l'eau ou violence hydraulique. Et puis dernier point peut-être dans le cadrage général sur les guerres interétatiques, j'aurais pu vous montrer des exemples plus précis, il y a un droit international sur l'eau, c'est une convention onusienne de 97 sur les eaux superficielles, hein, les fleuves. Il y a aussi une convention sur les eaux souterraines. Mais au Moyen-Orient, c'est plutôt les eaux superficielles, enfin les fleuves. Mais le problème du droit international, c'est pas. Je suis très attaché au droit international, mais c'est qu'il n'est opposable qu'à tous les signataires d'un traité. Or, en la matière, tous les pays qui pourraient être remis en question sur leurs pratiques hydro-hégémoniques, ces pays-là ne sont pas signataires de la Convention. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, il n'y a pas de droit opposable à Israël, par exemple. Il n'y a pas de droit opposable à la Turquie. Et donc, qui ne sont pas signataires du traité. C'est comme sur le nucléaire. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de droit international, et donc c'est la loi du plus fort. Et derrière, il y a des revendications, on les retrouve sur tous les bassins. Ceux qui convoquent l'histoire en disant « je me suis servi de l'eau en premier », c'est l'Égypte en aval, qui dit aux Éthiopiens « on a utilisé, nous, l'eau en premier, du Nil bleu ». C'est Israël qui dit aux autres « nous, l'eau du Jourdain, c'est nous qui l'utilisons depuis avant vous ». Et puis c'est l'Irak et la Syrie qui disent aux Turcs « on l'a utilisé avant vous », c'est ce qui est vrai. Donc on bâtit le droit sur le rapport à l'histoire, et puis les autres pays, plutôt en amont, excipent d'un droit géographique. Puisque l'eau se forme chez moi, eh bien, j'ai tout le droit, j'ai toute la souveraineté territoriale absolue, c'est le mot, pour me prévaloir de l'eau. La Turquie utilise ça pour dire, voilà, je fais ce que je veux du Tigre et de l'Euphrate. Voilà. Et on est déjà dans des catastrophes, et on va vers des catastrophes. Il n'est qu'à regarder, alors je ne reviens pas sur le Nil, mais en 2 mots, j'avais des cartes pour vous montrer le conflit entre Israéliens et Palestiniens. Il y a une privation de l'eau des Palestiniens par Israël depuis 1967. Il y a une ingénierie de la dépossession, que je pourrais vous montrer, sur les eaux souterraines pour le coup, qui s'aggrave, qui a été consacrée par les accords d'Oslo, mais qui devait être intérimaire, et qui de fait s'aggrave parce que la dotation de chiffres, en 93, on a décidé 95, à Oslo 2, que 80% de l'eau de Cisjordanie serait dévolue à Israël et 20% aux Palestiniens. Sauf qu'entre-temps, la population palestinienne a augmenté, avec aussi les colons, ce qui fait que la situation se dégrade pour les Palestiniens, alors même qu'ils sont sur un petit château d'eau. Voilà. Mais c'est une violence hydraulique. Et puis il y a une autre situation qui m'inquiète aussi beaucoup, mais qui va... on est au début, c'est la situation en Mésopotamie. On n'en parle pas assez. À l'heure où l'Irak sort d'une guerre civile et la Syrie sort d'une guerre civile, j'espère. Mais dans la reconstruction, il va y avoir un vrai problème. Entre autres, c'est la question de l'eau, notamment parce que les Turcs sont très actifs dans la mobilisation de l'eau sur l'Euphrate et le Tigre, dans ces régions d'Anatolie du Sud-Est. 2 chiffres. L'objectif, c'est d'irriguer 1,7 million d'hectares à terme. Ils en sont à 500 000 hectares aujourd'hui. Donc imaginez si vous allez au terme du projet, eh bien, les débits de l'Euphrate et du Tigre vont sacrément diminuer. Et là, c'est très inquiétant. C'est très, très inquiétant. Les Turcs ont beau dire « oui, mais on va produire de l'alimentaire pour les voisins ». Les voisins, ce n'est pas que des bouches, c'est aussi des emplois. Ils ont besoin de l'eau pour de l'agriculture, entre autres. Voilà. Donc là, il y a 2 situations, je ne reviens pas sur le Nil, qui me semblent être moins inquiétantes, mais peut-être que Delphine a un désaccord, que sur ces 2 bassins. Voilà. Alors je sais qu'on va très très vite, mais je voudrais qu'on ait un peu de temps pour échanger avec vous. Est-ce que pour conclure, donc vous avez notamment évoqué en dernier point le problème du ponctionnement de la ressource en eau, notamment par les usagers et les concurrents de ces usages. Vous avez évoqué donc déjà les tensions. Est-ce que le changement climatique, j'imagine que oui, va aggraver ces tensions, à la fois donc sur l'eau, sur la terre et sur le pain, pour reprendre le titre de notre conférence, mais donc sur l'alimentation en général. Et comment vous voyez cette aggravation des tensions avec le changement climatique donc, qui touche la région déjà en fait de façon assez grave?
Oui, je vais commencer à répondre à cette question. Effectivement, comme le disait Pierre, donc la région Moyen-Orient est au cœur de ces hotspots qui ont été définis comme étant les espaces les plus à risque du changement climatique. Et pour revenir au Nil, le delta du Nil, par exemple, est lui-même un hotspot au milieu du hotspot, c'est-à-dire des espaces qui voient déjà beaucoup de mutations, disons, liées au climat, avec l'incursion de plus en plus importante des eaux marines. Donc une salinisation, et c'était aussi une image que j'ai montrée au début, cette salinisation, elle se fait au niveau du rivage du delta, mais elle se fait aussi dans toutes les terres finalement irriguées de la région, parce que la salinisation, c'est lié à l'évapotranspiration, à l'évaporation. En fait, vont rester les sels lorsque l'irrigation est importante. Et du coup, en fait, cette évaporation est d'autant plus importante que les températures augmentent. Et là aussi, on a des chiffres avec des scénarios très nets sur les pays du Moyen-Orient où l'augmentation des températures est plus rapide que la moyenne. Donc, s'il y a augmentation des températures plus rapide que la moyenne, l'évaporation est d'autant plus rapide et la salinisation s'accroît. Donc, salinisation des terres, salinisation de l'eau par les incursions d'eau marine dans le delta du Nil, mais aussi, par exemple, dans les nappes au Qatar, ce qui est aujourd'hui très net. Donc, un changement climatique qui aussi impose des événements météorologiques beaucoup plus incertains. Donc, on a tous entendu que Dubaï avait été marqué par des inondations. Au Maroc, alors on quitte le Moyen-Orient, mais il y a aussi fréquemment de plus en plus d'inondations, ce qui a des conséquences majeures, évidemment, pour les paysans, pour les agriculteurs. Mais la conséquence aussi pour la région, c'est une région, comme on l'a dit, dépendante vis-à-vis des importations. Or, le changement climatique touche les pays exportateurs. Donc, je vais revenir rapidement sur l'Inde, mais l'Inde, principal exportateur de riz, est particulièrement touchée aussi par les conséquences du changement climatique. Et un exportateur qui est touché par des fluctuations de récolte va réduire sa capacité à exporter, et donc derrière les pays du Moyen-Orient se retrouvent en situation d'insécurité et de recherche, de sécurisation, en devant diversifier les approvisionnements, en investissant, et seuls les pays qui sont toujours les mêmes, les pays du Golfe notamment, ou Israël, vont être en mesure d'investir à l'étranger pour sécuriser leur approvisionnement. Et donc on voit aujourd'hui que finalement les investissements agricoles d'un pays comme les Émirats, comme l'Arabie saoudite, vont se faire vers des territoires où l'eau est abondante, où il y a une forme de stabilité climatique. Enfin, en tout cas, ça fait partie des critères de choix d'investissement. Alors vous allez sans doute peut-être me dire que c'est pas toujours le cas, parce qu'effectivement les Saoudiens ont investi en Arizona dans un territoire extrêmement aride où les conséquences du changement climatique sur l'eau sont déjà extrêmement fortes, et que c'était sans doute un mauvais investissement, mais en tout cas aujourd'hui dans les réflexions qui se font dans la péninsule arabique, on essaie d'investir vers des territoires où les risques sont limités. Alors voilà, risques climatiques, mais bien sûr, mais aussi d'autres risques. Mais on ne peut pas parler de tous les risques. Ce que je voulais aussi dire, qu'aujourd'hui, les pays de la région, c'est une expression que j'aime bien, et notamment les pays de la péninsule, toujours un peu les mêmes, ces pays qui ont les moyens de leurs objectifs, disons, se veulent un peu les laboratoires agricoles ou les laboratoires de l'alimentation du futur dans un contexte de changement climatique. C'est-à-dire qu'eux, ils vont, et c'est très net dans la vision 2030 de l'Arabie saoudite, dans les objectifs de sécurité alimentaire des Émirats ou du Qatar, c'est-à-dire qu'ils se considèrent finalement comme des territoires qui ont une forme de légitimité à parler du futur de l'agriculture dans un contexte de changement climatique, puisque eux-mêmes sont des territoires arides, des territoires qui expérimentent depuis des décennies le changement climatique, et que par ailleurs, ils sont en mesure de développer des innovations
pour s'y adapter d'un point de vue de la capacité à investir dans des entreprises, la capacité à innover sur les modes de production, sur ces systèmes agroalimentaires du futur, comme on les appelle. Et je trouvais ça assez intéressant. Donc, pour terminer sur ma propre réponse à la question, c'est-à-dire que le changement climatique, c'est pour eux, finalement, enfin pour les pays dont je parle, là, les 3 pays du Golfe que je viens de citer, c'est une rampe de lancement, si on peut dire, de nouvelles formes d'agriculture. Et ils envisagent de devenir des hubs de ces innovations agricoles. Alors, on a tous entendu parler de Neom, cette ville nouvelle en Arabie Saoudite. Et donc, Neom a annoncé, donc, il y a quelques années, une nouvelle entreprise dédiée à l'agriculture et aux nouveaux systèmes alimentaires. Et effectivement, ils mettent le paquet en termes d'investissement. Après, voilà, c'est trop tôt pour voir si c'est juste de l'affichage ou s'il y aura vraiment une réalité de ces nouveaux systèmes agricoles. Mais ce qui est sûr, c'est que les fonds souverains, donc le PIF, le fonds souverain saoudien, est extrêmement investi, que ce soit à Neom, que ce soit dans des formes nouvelles d'agriculture à Riyad ou ailleurs, et que on a finalement des territoires qui ont un passé agricole parfois très, très limité, dans le cas du Qatar où on a plutôt un pays de pêcheurs, qui deviennent ces laboratoires de l'agriculture du futur. Et je trouvais ça assez intéressant à mettre à la discussion. Voilà. Décidément, voilà. Sur le changement climatique, je ne vais pas redire tout ce que Delphine a dit, ça c'est par définition. Simplement, peut-être, je suis tout à fait d'accord avec ce que Delphine a dit, c'est un vrai hotspot du changement climatique, le Moyen-Orient. Et donc c'est très inquiétant. En revanche, je pense qu'il faut faire attention à ne pas surinvestir la question. Alors n'allez pas penser que je sois climato-sceptique et climato-rassuriste, je passe mon temps à faire le contraire. C'est-à-dire, je suis très inquiet du changement climatique, ce n'est pas le sujet. Mais je remarque quand même que parfois, on a beau jeu de pointer certains pouvoirs, de pointer le changement climatique, de sorte à naturaliser les problèmes pour les dépolitiser. Et d'ailleurs, le changement climatique, de toute façon, il vient des autres. Il vient des autres, ça tombe bien, des pays fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, on subirait ça. Donc, nos problèmes dans nos pays du changement climatique viennent des autres, mais ce n'est pas lié à ce qu'on fait. Voilà. Donc, il y a un risque à dépolitiser les questions environnementales en recourant à cette explication. Ça, je crois qu'il faut faire très attention. La deuxième chose, c'est faisons attention à pas. Il y a aussi des commentateurs qui surinvestissent le changement climatique pour en faire une démonstration. Et je crois que c'est pas servir la lutte contre le changement climatique en disant un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que, par exemple, pour la Syrie, j'ai lu que la guerre civile en Syrie depuis 2011, c'était peut-être une première guerre climatique. On l'a vu, comme au Soudan, dans le Darfour. Faisons attention à cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement climatique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas problématique, mais certes, il y a eu une sécheresse entre 2006 et 2010 en Syrie, il y a eu un effondrement de la production, déplacement de population, mais quand on y regarde de près, les déplacements de la population remontaient à plus loin, c'était lié à la libéralisation agricole, donc il y a des facteurs politiques, et la sécheresse a accru effectivement le phénomène, et deuxièmement, donc c'est des choix de libéralisation politique, donc, et puis... c'est le mésusage de la ressource dans un régime dans un pays très corrompu où des distributions de pompes ont été assurées à des gens proches du clan, en quelque sorte.
Voilà. Donc, évoquer le changement climatique, ça permet d'éviter aussi de regarder la responsabilité politique. Il y a un autre élément sur lequel les pays de la région insistent pour se déresponsabiliser. Il y a le changement climatique et il y a l'hydropolitique qui consiste à dire, écoutez, nous, ça ne vient pas de nous. Hein. Là, le problème de l'Euphrate en Syrie, ça ne vient pas de nous, ça vient de la Turquie qui prélève. C'est juste. Mais il y a aussi une responsabilité interne. Voilà ce que je voulais dire. Et la Syrie, donc, faisons attention. Voilà, c'est un problème, le changement climatique, qui s'ajoute à l'hydropolitique, mais il y a aussi le problème politique. Et c'est vrai, en Irak, je viens de faire une mission en Irak, là aussi, l'Irak, c'est terrible ce qui est en train de se passer au sud de l'Irak. Le changement climatique, il est réel, avec, tu l'as dit, hein, les pénétrations d'eau de mer qui viennent saliniser le Châtel arabe, bon, peu importe, je ne reviens pas là-dessus. Les Iraniens qui prélèvent sur le Karun qui abonde le Châtel arabe, mais il y a aussi la question de la responsabilité du politique, la corruption de cet État irakien depuis 2003 et avant bien sûr, qui fait qu'il y a un mésusage complet de la ressource. Ah non, voilà. Et pareil pour l'Iran. Quand je disais que, et je finis là-dessus, promis, l'Iran a un problème environnemental considérable, mais ce n'est pas une fatalité. Certes, il y a le changement climatique, mais il y a des responsabilités politiques. En particulier, le fait que les gardiens de la Révolution, depuis la fin de la guerre en Irak, se sont vus attribuer toute l'ingénierie du bâtiment de travaux publics et de tous les barrages. Autrement dit, plus on cimente les fleuves, plus la pompe financière des gardiens de la Révolution fonctionne. Et on n'a pas tellement écouté les scientifiques en Iran, ce qui fait que c'est une catastrophe, l'état des ressources en eau superficielle en Iran. Et c'est pas, certes, il y a le changement climatique, c'est clair, mais il y a la responsabilité politique. Voilà, je finis là-dessus. C'est voilà, pour dire que le changement climatique, oui, mais attention à ne pas le montrer pour masquer comme un masque de la responsabilité politique. Et je finis en disant, les régimes politiques, je travaille beaucoup là-dessus, dis-moi quel est ton régime politique, je te dirai à peu près quel sera ton rapport à la ressource naturelle. Les régimes autoritaires et les démocraties n'ont pas le même rapport aux ressources. Désolé. Et sans parler des idéologies dans les démocraties, peu importe. Mais il y a quand même une prédation dans les régimes autoritaires qu'il y a moins dans les démocraties. J'arrête. Bon, merci. En tout cas, vous avez lancé beaucoup de pistes pour la discussion. Donc, comme il nous reste un petit peu de temps, je vous propose qu'on passe la parole maintenant à nos autres invités. Donc, je vais faire peut-être circuler le micro pour des questions. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour ces propos vraiment très intéressants. C'est toujours agréable d'entendre des choses aussi intelligentes et claires sur des sujets aussi complexes. C'est une question qui va plutôt s'adresser à Madame Aklock, je pense. Concernant l'Égypte, on a vu que récemment, l'armée, à proprement dit, avait pris le contrôle de l'approvisionnement en blé, donc à travers l'institution Mostaqbal Messir, et je me demandais comment l'interpréter, dans la mesure où depuis plusieurs années, c'était le même organisme, je crois, le GAS, qui assurait cet approvisionnement. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé. J'imagine que vous avez un éclairage plus stratégique sur la chose. Voilà. Merci. Ah d'accord, très bien. Bon, on va prendre 2-3 questions. Merci. Merci pour tout ça. Mais moi, j'avais une question plus large pour tous les deux sur... vous n'en avez pas tout parlé sur la situation de la pollution des eaux potables et l'effet, les conséquences que ça peut avoir à la fois sur l'agriculture et sur les aménagements urbains. Voilà. Bonjour, merci à tous pour vos interventions, c'était très intéressant. Une question concernant les projets d'aménagement égyptiens dans le Sahara, dans le sud-ouest égyptien. Quel en est-il? Est-ce que ça fonctionne vraiment ou est-ce qu'on est dans de l'affichage encore essentiellement? Merci. On va peut-être s'arrêter là. Oui. Non. Tu connais aussi l'Égypte, je pense. Alors sur la question de l'armée, j'ai vu la décision effectivement récente. Habituellement c'est le GASC qui gérait
ces appels, enfin c'est ce marché des importations. Pourquoi cette décision maintenant? Ça, en fait, c'est vrai que j'ai un peu changé mon terrain. Aujourd'hui, je suis plus sur la péninsule, donc je ne sais pas exactement pourquoi aujourd'hui, enfin en 2024, ils ont fait cette décision. Ce qui est sûr, et là, ça fait donc depuis, ça fait des années que l'armée a un rôle majeur en termes de sécurisation de l'approvisionnement, en termes de production alimentaire, de production agro-industrielle, de gestion de l'accès à la terre, de gestion de l'accès à l'eau. Enfin voilà, donc l'agriculture désertique égyptienne, et notamment depuis 2014 et la prise de pouvoir de Sisi, est devenue une agriculture désertique largement dominée par l'armée qui a construit les routes pour aller vers le sud-ouest, dont on parlera juste après, qui a construit des dizaines de serres, qui est en charge de différents projets aussi logistiques dans les ports, et qui, depuis en fait la politique de libéralisation économique des années 80 sous Sadat, avait aussi pris en charge des industries agroalimentaires. Donc l'empire économique de l'armée en termes agricoles et alimentaires est extrêmement fort. De moi, ce que j'ai, mon terrain en Égypte, c'était entre 2012 et 2016, donc voilà, c'était le moment où l'armée reprenait beaucoup de place, où construisait ses routes, etc. Et du coup, j'ai pas pu interroger des gens sur la période la plus récente et sur les mandats suivants de Sisi. Mais ce que j'ai, enfin, en tout cas, le discours qui est tenu. Et des Égyptiens le disaient à l'époque, alors sans doute des soutiens du pouvoir en place, ou en tout cas des gens qui n'avaient pas la volonté de risquer d'être critique en tout cas, disaient que finalement l'armée au moins était efficace et qu'elle avait cette capacité à allouer les terres aux bonnes personnes, de mettre en place des marchés qui fonctionnaient. Enfin voilà, ça c'était le discours qui était tenu, voilà, un discours fondé sur l'argument, un ensemble d'entités liées à l'armée qui sont efficaces, qui font avancer le pays. Voilà. Évidemment, il faut prendre beaucoup de distance vis-à-vis de ce type de récit, mais voilà, c'est le récit dominant, et c'est aussi sans doute ce qui explique cette prise de position sur les importations en blé. Voilà. Après, je pense que on trouvera d'autres éléments plus précis. Je termine peut-être encore sur je te laisse la question plus générale peut-être, mais sur les projets dans le sud-ouest. Donc là aussi, je suis pas retournée à Toshka depuis 2015 ou 2016. Donc voilà, moi j'y suis allée. Il y avait effectivement des terres cultivées, très loin de ce qui était envisagé, avec toujours des chiffres faramineux. Après, je ne sais pas si c'est si c'est Toshka ou si c'est Sharq El Ouaynat que vous avez en tête, parce qu'en fait, il y a deux grands ensembles de terres nouvelles dans le sud du pays. Donc, les terres nouvelles qui ont été mises en valeur grâce à l'eau du lac Nasser, et un canal qui permet d'irriguer les terres du projet de Toshka, qui est un projet qui a été lancé par Moubarak, repris par le président Sisi depuis 2014. Et puis Sharq El Ouaynat, qui est en fait beaucoup plus à l'ouest, mais toujours à la frontière avec le Soudan, qui est, pour revenir avec la question sur l'armée, qui est en fait le domaine réservé de l'armée égyptienne, qui a mis en place ses propres pivots d'irrigation et qui les loue à différents investisseurs.
concrètement, quand on regarde sur Google Earth, voilà, je n'ai pas fait une étude détaillée récemment, mais il y a des productions, c'est évident. Après, on est loin des chiffres qui avaient été mis en avant. Cette zone, Shark-el-Hawaïnat, dispose d'une eau d'irrigation souterraine, donc contrairement enfin, l'idée n'est pas du tout d'amener les eaux du Nil, hein, on est beaucoup trop loin. Donc des eaux souterraines assez abondantes. En fait, pour revenir sur l'histoire de ce secteur, en fait, c'est au départ, c'est de la prospection pétrolière qui était menée et ils sont tombés sur une nappe, enfin un aquifère d'eau assez important. Alors je sais pas je me souviens plus exactement de la date, mais on va dire autour des années 2000, et c'est à partir de là que Shark-el-Hawaïnat est devenu un secteur de bonification nouveau. Avec la Révolution, il y a eu une sorte de parenthèse, une attente, et puis 2014, Sisi prend le pouvoir, et là, il y a eu une relance très forte sous donc la férule des militaires. C'est un espace, en fait, où on ne peut pas aller, a priori, sans autorisation. Donc voilà, c'est vraiment, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par faire du terrain sur ce secteur, il y a sans doute beaucoup de choses à dire et à voir. Après, il faut réussir à y aller. Et ce que j'ai compris, c'est que donc, l'armée loue à des investisseurs égyptiens, ces grosses entreprises d'agro-business qui sont présents dans le delta, qui sont présents dans les secteurs dits de la Nouvelle-Vallée, qui sont présents à Toshka, qui sont présents à Shark-el-Hawaïnat. Donc on a une sorte, c'est ce que j'avais un peu montré dans mes travaux, des grosses entreprises comme ça qui sont plurisituées ou multisituées pour essayer de valoriser au mieux certains espaces. Donc l'eau va être différentes selon les territoires, les productions vont être différentes parce qu'en fait une fois qu'on produit à Shark-el-Hawaïnat, il faut réussir à envoyer les productions là où elles sont demandées, et donc souvent en fait ça va être des productions plutôt de fourrage ou de céréales qui ne sont pas des productions de fruits extrêmement périssables, donc voilà, sur ces territoires très, très éloignés. Et les investisseurs du Golfe, et là c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, enfin si j'ai parlé des investissements saoudiens ou émiratis en Arizona, mais les investisseurs du Golfe se sont mis au chevet de l'Égypte, hein, alors les Émiratis et les Saoudiens, et ont investi sur ces territoires du sud et de l'ouest. Concrètement, ce qu'ils disent, c'est que l'essentiel reste en Égypte. Néanmoins, c'est pour eux une façon de sécuriser leur approvisionnement, avec sans doute des clauses cachées ou des accords tacites en cas de rupture d'approvisionnement vers l'Arabie Saoudite. Une partie de ce qui est produit en Égypte peut se rendre en Arabie Saoudite via les ports de la mer Rouge. Enfin voilà, il y a sans doute toute une stratégie saoudienne ou émiratie de, certes, aider l'Égypte, parce que, par ailleurs, il y a une histoire compliquée depuis 2011, en tout cas, des investissements de la péninsule arabique vers l'Égypte, qui est en fait considéré comme un pays extrêmement sensible politiquement, et donc il faut soutenir avec un objectif donc de sécurité alimentaire pour le pays, mais derrière les pays du Golfe cherchent à sécuriser aussi leur propre approvisionnement. Donc voilà, il y a quelque chose assez intéressant à développer. Donc concrètement, qu'est-ce qui est produit et en quoi ça contribue, à quel pourcentage, j'ai pas la réponse, mais ce qui est sûr, c'est qu'on y produit des céréales et du fourrage, avec un fourrage qui va être en partie là aussi pour les élevages côté péninsule arabique. Oui. Alors, c'est bien, tu as répondu pratiquement à tout. Et oui, sur la pollution, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Enfin, tu n'as pas parlé de la pollution. Non, mais sur l'Égypte, quand même, il y a aussi cette espèce de... C'est intéressant quand même de voir, par-delà les résultats, on ne sait pas trop finalement, de voir à quel point c'est un élément de propagande politique. Il y a une propagande, voilà, le verdissement du terrain, c'est utilisé
dans une quasi-posture pharaonique. Enfin, bon, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est jamais neutre, l'agriculture. Bon, mais ce n'était pas la question, c'était l'eau potable, enfin l'eau domestique, madame. Oui, alors, on a beaucoup parlé de l'irrigation, qui est l'usage essentiel, mais évidemment, il y a la question de l'eau domestique, les usages domestiques. Ce n'est pas que l'eau potable, hein, c'est des usages du quotidien. Et peut-être dire d'abord que... je n'ai pas le chiffre, mais c'est la région du monde, là aussi, ça montre la singularité, qui investit le plus dans l'accès à l'eau domestique, ramené au PIB, les efforts, parce qu'on est dans une situation de rareté. Donc ça veut dire qu'il y a un effort. Il faut quand même dire cela, parce que c'est avant tout une nécessité humanitaire, mais aussi sociale et politique. Parce qu'on a parlé des émeutes de la faim, mais il y a eu des émeutes de l'eau. En 2007, en Égypte. Enfin, on a parlé d'émeutes de l'eau. Et il y a d'autres endroits où il y a eu des soulèvements. Enfin, à Bassora, en 2018. En Algérie, plus loin, il y a eu des manifestations. En Iran, dans la région du Khuzestan, la région habitée par des Arabes sunnites qui se sont mobilisés contre l'État central iranien sur la question de l'eau domestique. Voilà. Donc, ça reste aussi un vecteur d'agitation sociale. Donc c'est une grande inquiétude, l'eau domestique, avant de parler de l'eau agricole. Un pays qui illustre cette grande inquiétude, qui investit considérablement, c'est la Jordanie, par exemple. La Jordanie, c'est l'un des pays les plus arides. Eh bien, ils ont une grande, pour être allé souvent dans les administrations jordaniennes, ils ont une inquiétude très forte de justement l'insécurité hydrique. Domestique plus largement que l'eau potable. D'où les grands investissements. Ils amènent de l'eau depuis 2013 d'une nappe fossile à la frontière avec l'Arabie Saoudite, depuis 2013, qui permet d'approvisionner Amman et enfin, toute la région du Nord. C'est là qu'ils vivent. Mais entre-temps, 1 million de réfugiés syriens sont arrivés. Et donc le surcroît d'adduction venue du Sud a été en partie absorbé par les réfugiés syriens. Donc c'est une grande inquiétude. C'est pour ça que les Jordaniens sont très attachés à ce projet formidablement impressionnant. Je vais revenir à l'eau potable, hein, mais c'est l'eau potable derrière, qui est le transfert de la mer Rouge vers la mer Morte, hein, avec la possibilité, du fait de la pente, de faire du dessalement de cette eau venue de la mer Rouge pour l'amener sous forme d'eau potable, d'eau domestique en Jordanie. Voilà des exemples qui montrent que c'est vraiment une question... l'eau domestique. Et l'eau potable, effectivement, bien là, tout le monde n'est pas au rendez-vous. Il y a, là aussi, ça dit quelque chose du dysfonctionnement des États. On pourrait faire une carte, là aussi, comme tu l'as faite sur la sécurité alimentaire. On pourrait faire en termes d'accès à l'eau potable. Hein. Bien là aussi, c'est un prisme quand même du fonctionnement ou du dysfonctionnement des États. Aujourd'hui, ceux qui sont les plus insécurisés en eau potable, enfin vraiment, où les maladies hydriques sont les plus importantes, c'est l'Irak, c'est la Syrie, mais là on n'a pas trop de chiffres, mais l'Irak. En 2018, je parlais de Bassora, il y a eu, j'ai le chiffre de 118 000, peu importe, une centaine de milliers de personnes qui ont été malades parce que d'une eau supposément potable qui ne l'était pas. Hein, voilà. Avec Escherichia coli et d'autres vecteurs. Donc c'est un vrai problème. Et là, il y a eu des manifestations en 2018. Donc l'Irak est en situation de précarité hydrique, certaines régions en tout cas. Le Liban, il n'y a pas d'eau potable. Hein. Je le dis ça, j'ai vécu au Liban, j'aime beaucoup le Liban, mais malheureusement, là aussi, alors qu'il y a de l'eau au Liban, il y a de l'eau, mais là aussi, ça renvoie au dysfonctionnement, pour ne pas dire à la faillite de l'État libanais. Le paradoxe étant que c'est un petit château d'eau, il faut relativiser quand même, et qu'on est dans une situation de grande précarité. L'eau potable, c'est des bouteilles. Hein. Mais c'est vrai partout, y compris, je pense, dans le Golfe. Enfin, voilà. Donc, ça en dit long sur la faillite de l'État libanais, alors même que c'est un château d'eau, un petit château d'eau. Et puis, alors il y a une situation très, très catastrophique du point de vue de l'eau potable, avant même la guerre avec Israël depuis le 7 octobre, c'est Gaza. La situation de l'accès à l'eau potable est catastrophique. Il y a beaucoup de maladies hydriques. Alors aujourd'hui, ça explose, je n'ai pas de chiffres. On parle
doit-on parler de chiffres par rapport à des vies? Mais avant même, il y avait un gros problème d'accès à l'eau potable à Gaza, avec justement le problème, c'est que cette concentration de population, alors il y a un assainissement à 70%, il y avait un assainissement à 70%, mais il reste 30% de ménages qui n'avaient pas d'assainissement. Ces eaux partaient dans les nappes souterraines, qui étaient soumises à la salinisation d'une part par la mer, mais aussi à la concentration de ces matières fécales, mais aussi des métaux lourds qui se retrouvent dans la nappe. Donc la situation à Gaza, en termes d'eau potable, est catastrophique. Et quand bien même on désalinise l'eau, mais on est loin du compte. Donc il y a un vrai problème. Je ne voudrais pas, parce que le temps compte, je ne sais pas Philippe, si... Voilà. On arrête. Voilà. Et on n'a pas parlé du dessalement de l'eau de mer, mais pour l'eau potable, il y a quand même un outil qui est le dessalement de l'eau de mer. Mais on ne peut pas faire du dessalement partout. Et puis, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, on n'est pas à égalité pour faire du dessalement d'eau de mer pour l'eau potable. Voilà. Pardon d'avoir été long, Philippe. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse. Au mois de mai, on aura une conférence avec Myriam Ababsa sur Amman, donc, et vraisemblablement sur les problèmes d'eau. La prochaine conférence aura lieu le 4 février. Ça sera encore une conférence sur l'eau, sur la gestion et les ressources en eau en Asie centrale. Donc voilà. On vous remercie.